recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans cette panoplie de domaines sont mises sur la table. Un invité avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. L'actualité dans le pays reste dominée par la loi Noël Tiani, désormais portée par les députés Nsingi Mpouloulou. Est-ce une loi qui exclut une catégorie des Congolais ou plutôt une loi qui protège le pays? On parlait de ça dans cette édition du journal. On revient sur ces fronts qui commencent de plus en plus à prendre forme. Le front contre le glissement 2023, y aura-t-il glissement, oui ou non? Entre-temps, les confessions et les autres branches sont en train de s'organiser pour combler les vides et faire entériner leur choix des membres de la Commission électorale nationale indépendante au niveau du Palais du Peuple, donc de l'Assemblée nationale. On parle un peu de toutes ces questions-là. Un invité avec moi sur ce plateau pour la première fois qu'il vient nous rendre visite, je l'espère, ça ne sera pas la dernière. Honorable Mamba est avec nous. Honorable Jean-Jacques Mamba, bonjour. Bonjour Perrault. Ça fait toujours un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Comment vous allez? Le plaisir est partagé. Je tiens d'abord à te féliciter. Permets-moi de te tutoyer pour le travail que tu as battu. Je suis ta chef de loin et j'apprécie énormément les efforts qui sont fournis dans le sens d'apporter une pierre à l'édifice qui est le Congo. Je tiens également moi à vous remercier. Rappelez-vous que vous étiez parmi les premières personnes qui nous avaient donné la chance. Vous nous receviez à l'époque dans vos bureaux à Delvaux, quand la chaîne n'était encore rien. Parmi nos premiers invités, je veux dire, nos premiers grands invités, vous avez cru et vous nous avez donné la chance. Merci beaucoup Jean-Jacques Mamba. Qu'est-ce que vous êtes devenu? On vous sent de moins en moins. On vous entend de moins en moins. Qu'est-ce que Jean-Jacques Mamba est devenu? Écoutez, je suis la même personne. C'est vrai qu'à un moment donné, vous savez, après l'alternance, il y a beaucoup de questions qui se posent avec acuité. Je pense que je ne suis pas le seul Congolais qui se questionne, qui se remet en cause. Et voilà, je suis dans un moment de réflexion qui va bientôt épiloguer sur une nouvelle stratégie en termes de communication, mais aussi en termes d'approche politique. Et donc voilà, je suis la même personne que vous connaissez, toujours disponible et chaque fois en mesure de donner un point de vue qui est assez libre, assez indépendant. Non, on dit que vous n'êtes plus la même personne depuis qu'on vous a interpellé. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette mésaventure a transformé Mamba. C'est comme quelqu'un qui est sorti d'une situation et du coup, il a décidé de s'assagir en se taisant, en embêtant plus les gens. Votre mésaventure, on vous prend pratiquement en joking, je ne sais pas, en tenue en culotte. On vous traîne comme un vulgaire monsieur. Vous a totalement transformé, Jean-Jacques Mamba. Totalement transformé, je ne pense pas, mais il y a un impact. Vous savez, lorsque vous traversez des situations, c'est quand même une année de procès. Hein, c'est une année que nous avons fait avec des audiences. Ça a épilogué sur un non-lieu parce que la personne avait totalement menti, ainsi que les différentes personnes qui ont allégué qui étaient à Lubumbashi, qui n'étaient pas là. Tout ça devant des évidences qui ont été apportées, des enregistrements téléphoniques. Les juges ont constaté que c'était des accusations fallacieuses. C'était une dure épreuve parce qu'à un certain moment, je me suis retrouvé même à l'étranger. J'avais fait quelques démarches au niveau de l'Union interparlementaire. Je pense que oui, effectivement, c'est un événement qui m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Parce que c'est un événement qui intervient alors que nous sommes en pleine alternance et à la tête du pays à l'époque. Avant l'Union sacrée, c'était quand même l'UDP ce qui était à la manœuvre. Nous avons bataillé contre M. Kabila pendant plusieurs années. Et je crois que vous êtes témoin. Nous avons fait des émissions avec vous qui étaient des fois très dures à Digital Congo sans être inquiétés aucunement. Et j'étais tout à fait étonné que dans le cadre de mon travail parlementaire, j'initie une action alors que couvert par des immunités pour ce genre d'activité-là. Je me vois interpellé comme un malfrat, accusé d'avoir fait des choses que je n'avais pas faites. J'ai clamé mon innocence, mais le procès a pris le temps qu'il fallait. Et heureusement que les juges ont constaté à la fin que finalement, c'était un non-lieu. Et j'ai pris aussi le courage de pardonner à mon confrère, comment on l'appelle encore, un Piana, qui avait fait ces allégations, parce que je pouvais faire une action reconventionnelle et me retourner contre lui pour l'envoyer en prison. Mais avec beaucoup de hauteur, j'ai choisi de me résigner à cette action-là.
et de prendre avec beaucoup de philosophie ce qui s'est passé, parce que c'est une partie du prix que moi je paye individuellement de l'alternance de l'état de droit, et j'espère que toutes les anomalies que moi j'ai subies, les anomalies que les autres continuent à subir, seront désormais, je l'espère en tout cas, combattues et pourront appartenir au passé si réellement l'Union sacrée ainsi que le chef de l'État s'engagent à construire sur la durée un vrai état de droit. À ceux qui disent qu'il fallait tirer un peu vos oreilles pour que vous entendiez, désormais vous avez entendu, vous dites que c'est faux, hein? Ça n'a rien à voir. Non, c'est-à-dire que pour l'instant nous sommes... Non, il faut savoir qu'un politicien, un homme politique, à un moment donné, doit se ressourcer. J'ai observé un peu de quelle manière c'est créé l'Union sacrée, parce que mon parti est dans l'Union sacrée, donc j'y suis de facto. J'observe ce qu'il se fait sur mon compte Twitter à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, même s'il faille que je sois saqué. Je dis que ça ne fonctionne pas, mais vous savez que notre démocratie est en pleine construction. Ça veut dire qu'il est tout à fait difficile aujourd'hui d'avoir un point de vue contraire du groupe. Même si le groupe est dans l'erreur, dès lors que vous avez entre guillemets un point de vue contraire, vous êtes pris d'assaut, on vous considère comme un traître parce que chez nous, on considère qu'appartenir à un groupe, c'est une religion, c'est un sacerdoce, et moi, je n'en fais pas partie. Ça veut dire que le fait d'être dans l'Union sacrée, s'il n'y a pas de performance dans le chef du gouvernement ou de qui que ce soit appartenant à l'Union sacrée, nous allons le décrier. Donc, nous avons déjà commencé à faire ce travail. Nous invitons le chef de l'État, nous l'encourageons à continuer sur le chemin des réformes, mais aussi des résultats, parce que après 2 ans et demi, on doit se le dire sans rigoler, et sans le moindre complexe, que la situation est quand même dramatique. On parlera de tout ça. Je n'ai pas envie de faire un procès, je n'ai pas envie de refaire l'histoire, c'est pas ça l'objectif, mais laissez-moi quand même balayer les terrains. Quand on vous accusait que vous souteniez Mabunda à l'époque, et que finalement Mabunda est parti, vous êtes de ceux qui regrettent le départ de Mme Mabunda? Écoutez, moi... Vous avez été acheté par l'ancien président de l'Assemblée nationale. Bon, nous sommes quand même dans le pays, on a quand même dit que le ministre de l'Enseignement avait voyagé avec 2 millions de dollars. Hein. Vous savez dans quel pays nous sommes? Les rumeurs, ça court toujours, et généralement, elles font foi. Je n'ai pas soutenu particulièrement Mme Mabunda, j'ai apprécié le travail qu'elle a fait, et je crois que l'histoire nous dira par la suite si ce travail est appréciable ou s'il peut être pris à sa juste valeur. Donc vous êtes un orphelin de Mabunda au sein de l'Assemblée nationale? Non, je ne suis pas un orphelin de Mabunda, je suis un orphelin du bon fonctionnement des institutions, et notamment de l'Assemblée à laquelle je participe ou à laquelle j'appartiens. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'anomalies. Et cette Assemblée fonctionnait mieux à l'époque de Mabunda qu'aujourd'hui? En tout cas, la différence est, à mon sens, assez marginale. Si vous constatez très bien, il y a beaucoup de soucis. Il y a beaucoup de soucis dans l'interprétation des textes, au point que même le président de l'Assemblée nationale s'est vu obligé, pour certaines questions, lui-même de questionner la Cour constitutionnelle, alors que nous sommes les faiseurs de loi. Donc je pense que l'exercice de la démocratie dans notre pays a du chemin à faire, et je ne pense pas aujourd'hui que nous devrions classer Mabunda parmi les plus mauvaises présidents de l'Assemblée nationale. C'est une femme brave qui a commis certainement, aux yeux des gens, certaines erreurs. Je ne pense pas que M. Mbosso n'en a pas commises, et je ne pense pas que M. Minakou n'en a pas commises. Donc il ne faut pas stigmatiser Mme Mabunda. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Si on lui reproche des choses, ben écoutez, nous allons le mettre dans le cadre de son passif. Mais M. Mbosso aussi est une personne comme nous autres, qui est reprochable. Vous avez entendu des audios. Il y a beaucoup de maladresse aussi dans le chef de certaines déclarations qu'il a faites. Et nous devons considérer avec objectivité que le chemin vers la démocratie et vers des institutions impartiales et responsables est long. Et il faudra, c'est un travail de dur labeur, on devra avancer. Parlons parti à présent. Vous êtes toujours à MLC, mais en préparant cette émission, certains à MLC que je contactais m'ont dit que vous êtes là seulement pour garder les mandats. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le beau drap de M. Jean-Pierre Bemba, mais vous vous dites que vous ne pouvez pas claquer la porte. Si vous les faites, vous allez perdre les mandats. On vous a enlevé au niveau du porte-parole du parti, et on vous a enlevé comme directeur général de la chaîne de M. Jean-Pierre Bemba. Entre vous deux, ça sent plus bon, mais bon, on s'accroche à son mandat. Non, j'aimerais... Beaucoup disent que vous ne participez presque plus aux réunions du parti. Vous êtes totalement absent. Bon, écoutez, je ne vais pas répondre sur beaucoup disent, je vais vous parler des faits. Okay. Hein? La première des choses, il faut savoir que le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle renforce le caractère non impératif du mandat du député. Cela veut dire qu'aujourd'hui, je peux quitter le MLC et garder mon siège. Donc je ne suis pas un MLC parce que je veux garder mon siège. D'ailleurs, vous remarquerez que dans l'Union sacrée, il y a beaucoup de députés PPRD qui n'ont pas perdu leur siège pour autant, alors qu'il y a d'autres députés qui sont dans l'opposition. Et les autres sont dans la majorité, n'ont pas perdu leur siège en raison de cet arrêt. Donc aujourd'hui, si je veux quitter le parti, je ne perdrai pas mon siège. Donc j'y suis parce que je suis MLC et je n'ai pas encore pris une décision contraire. Je pense que nous avons eu plusieurs émissions dans lesquelles vous prédisiez
que je devais quitter le parti. Et vous êtes encore en train d'attendre, donc vous attendrez un peu longtemps. Et pour la deuxième préoccupation qui est la vôtre, c'est-à-dire le fait de porte-parole, là, il faut quand même que je vous rappelle que j'étais porte-parole pendant 5 ans et que c'était une démission libre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai demandé au président de me décharger par rapport au travail que nous avions à faire au Parlement. Donc j'ai démissionné de mes fonctions de porte-parole, autant celles de CCTV à un moment donné. Mais c'est lui qui vous a remplacé, député aussi, non? Ah oui, c'est un collègue. C'est un collègue qui attendez, lui n'est pas occupé que vous, je me demande. Vous faites le même travail, mais votre remplaçant est quand même député. Non, je pense que... C'est pas une bonne plaidoirie pour vous-même. Non, je pense qu'il a accepté la tâche en fonction des activités qui sont les siennes. Je n'ai pas les mêmes activités parlementaires que lui. Ça veut dire que lui, en dehors du Parlement, il a un cabinet d'avocats. S'il a le temps ou la fenêtre de temps pour exercer ses fonctions, d'abord je lui souhaite bonne chance, il fait un travail remarquable, ce n'est pas la question. En ce qui me concerne, après avoir exercé comme porte-parole 5 ans et avoir exercé comme directeur général de CCTV, après 2 années, j'ai constaté que mon emploi du temps et l'énergie nécessaire à faire ce travail, je ne l'avais plus et j'ai demandé au président de me dispenser. Et c'est comme cela que, après cette demande, le président a demandé à l'honorable Kibouka, qui est un ami par ailleurs, il a accepté la tâche et il l'a fait avec brio. Donc ici, il faut savoir que ce n'est pas, je ne veux pas mélanger. Il n'y a rien entre, je veux dire, ce ne sont pas des relations interpersonnelles entre moi et le président Jean-Pierre Bemba, qui sont des relations humaines et surtout professionnelles, parce que c'est le président du parti. Mais à un moment donné, si j'estime que je ne peux plus exercer telle ou telle autre fonction, il faut qu'on me reconnaisse cette liberté d'abandonner ou de laisser. Je vous tire quand même mon chapeau. Quand vous étiez chez CCTV, on a quand même vu les changements, hein, les toilettes, tout ça. Pour une fois, vous venez dans les émissions. Si on devait se soulager, on devait aller dans des toilettes propres. C'était votre initiative. Les plateaux. Je crois que si vous y allez maintenant... Oui, on a abattu un travail, mais ce n'était pas le mien, c'est un travail d'équipe avec tous ceux qui étaient à CCTV. C'est vrai que je regrette aujourd'hui, on aurait pu aller plus loin. Pour des raisons personnelles, j'ai constaté que nous n'avions pas, on ne partageait plus la même vision avec le top management, dont notamment le président national. Donc je lui ai dit, écoutez, dans ces conditions et par rapport à ce que j'ai à faire, ça va me demander beaucoup plus d'énergie, donc j'ai demandé de me retirer. Mais je pense que l'honorable Kibouk a fait un bon travail, j'ai des bons échos. J'espère que si vous y allez cette fois-ci, vous trouverez aussi des toilettes aussi nickel et des salles climatisées. Donc on ne va pas en faire une éloge personnelle. Ok. Monsieur Jean-Jacques Mamba, mettons le pied dans le plat. Vous êtes de l'Union Sacrée parce que vous êtes du MLC. Vous êtes député national, membre de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée est aujourd'hui d'une certaine manière fracturée par rapport à la loi Noël Tiani portée aujourd'hui par les députés Ntsingim Poulolo. Selon cette loi, pour être candidat président de la République, il faut être congolais des pères et des mères. Qu'est-ce que Jean-Jacques Mamba en pense? Mais écoutez, je ne suis déjà pas d'accord, pour la bonne et simple raison que les problèmes que nous avons à résoudre, si nous faisons le bilan de ces 60 dernières années, tous les problèmes que nous avons, c'est-à-dire nous mettons à cheval notre potentiel et nos réalisations, c'est asynchrone. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes le pays le plus pauvre au monde, alors que nous avons vocation d'être l'un des plus riches d'Afrique. Ça, c'est une réalité que tout le monde connaît, depuis l'école primaire d'ailleurs, potentiellement riche. Alors, lorsque je vois ce qui s'est passé, lorsqu'on tente d'expliquer notre situation, je ne vois nulle part où on peut faire le lien ou une corrélation entre la situation que nous traversons aujourd'hui et le fait que certains postes à haute responsabilité étaient occupés par des Congolais qui n'avaient qu'un seul parent. Donc, pour moi, ne faisant pas la corrélation, les débats qui m'intéressent aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce que nous changeons le paradigme, comment est-ce que nous donnons une meilleure scolarité à nos enfants, comment est-ce que nous améliorons la santé, comment est-ce que nous donnons du travail. Nous avons un taux de chômage structurel de plus de 95%. Depuis le début de l'alternance, il n'y a aucune nouvelle société capable d'embaucher ne serait-ce que 200 personnes qui est arrivée. Ça, ce sont des vrais problèmes. Alors maintenant, ce sont des issues qui m'intéressent, mais savoir ou condamner des personnes à l'avance alors que ces personnes n'ont pas choisi leurs parents, je trouve que c'est quand même assez abusif. Et d'ailleurs, les Congolais eux-mêmes, dans la Constitution qui a été massivement adoptée à 85% par les Congolais via un référendum, ont défini les conditions de l'éligibilité, les conditions de la nationalité, et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on devrait y revenir comme si c'était un problème pressant. Résolvons d'abord les problèmes que nous avons, un budget de 4 milliards, on vient de nous arroser avec une petite aide de 1,5 milliard pour renforcer nos réserves d'échange. C'est vrai qu'il y aura des DTS pour les projets socio-économiques, mais on n'est pas sûr. Nous sommes à 5 milliards, les pays voisins comme le Brazza, qui ne correspond même pas au Bas-Congo, est à 12 milliards. Nous avons des pays d'Afrique centrale qui ont 5, 6 fois, voire 10 fois notre budget. D'Afrique noire, je voulais dire, le Ghana, le Nigeria, ça, ce sont des vrais problèmes. Alors, vous prenez le paradigme de l'ivoirité en Côte d'Ivoire, vous allez constater qu'aujourd'hui, en dehors du fouet de Boigny qui, à un moment donné, avait bénéficié de l'effet cacao, la plus grande croissance qui est connue
la Côte d'Ivoire et le développement économique lorsque vous allez dans des villes comme Yamoussoukro ou Abidjan, vous constaterez que c'est le fait de Ouattara qui, lui, était contesté avec le phénomène de l'ivoirité. Oui. Donc, je pense que je ne vais pas dire que ce sont des problèmes banals, mais je veux simplement dire que nous devons nous recentrer sur ce qui est essentiel. Nous avons un challenge. Quel est notre challenge? C'est de faire ce pays ce qu'il mérite, c'est-à-dire un pays qui est en tête d'Afrique, en tout cas de toute l'Afrique centrale ou de l'Afrique noire, parce qu'il en a les potentialités. Et ce n'est pas ce genre de débat, ce n'est pas ce genre d'exclusion, quoique pendant une élection, s'il y a un Congolais qui n'a pas un candidat, qui a un des parents qui est étranger, les Congolais ont le libre choix sur cette base, comme on l'avait fait à l'époque. Vous imaginez, vous vous rappelez à l'époque de Kabila, il y avait tout sauf Kabila. Dans l'argumentaire électoral, si un Congolais sent que, bon, moi je ne veux pas de président qui a un parent qui est étranger, il n'a qu'à ne pas le voter. Mais il ne faut pas que ce soit par le fait de la loi, pour répondre à certains agendas cachés dans un moment où on ne peut plus suspect et qui soit inopportun. Non, mais quand les ténors de cette thèse-là évoquent notamment les questions liées à la sécurité, vous savez que nous sommes un grand pays, 9 pays frontaliers, nous avons connu les brassages, le mixage ici dans ce pays. Eux, ils disent que dans un pays qui souffre des élans de balkanisation de la part de ses voisins, il est quand même important que nous puissions nous protéger, non, M. Mamba? Il est très important. Maintenant, vous pouvez consulter les rapports de l'ONU, les rapports mapping. Vous allez suivre, il y a des noms des personnes qui vendaient nos armes, parce qu'au fait, en réalité, tout ce qui se passe à l'est du pays, c'est le fait qu'il y a eu beaucoup de trahisons. Il y a certains rebelles qui ont nos munitions, qui portent même nos tenues, et ça crée des confusions. Mais lorsque vous lisez calmement ce rapport-là, vous constaterez que tous ceux qui y sont mentionnés sont des Congolais de père et de mère. Je veux simplement dire qu'aujourd'hui, être Congolais, ça doit devenir comme un peu en Europe, comme un peu partout. C'est d'abord un état d'esprit et ça doit être consacré dans le civisme et dans le respect des lois. Je vous donne un exemple. Vous allez au Zimbabwe, vous êtes jeune, comme vous êtes là talentueux, le chef de l'État décide de vous envoyer comme ambassadeur, vous tombez amoureux d'une femme, cette femme-là est une Zimbabwéenne, vous faites des enfants. Parmi ces enfants, il y en a qui est brillant, qui est une étoile de la communauté et qui veut devenir président de la République, et vous allez lui dire que c'était de ma faute, je ne devais pas épouser ta mère. Je veux dire que cet enfant-là, qui est né d'un papa congolais et d'une maman zimbabwéenne, n'a pas choisi ses parents. Maintenant, est-ce que nous devrions l'exclure par l'erreur de ses parents? Est-ce que non? S'il a la nationalité congolaise, j'aimerais bien. Mais maintenant, je vous donne un autre exemple. Vous avez des personnes qui sont naturalisées congolaises. Il y a des personnes qui sont nées ici, qui ont grandi ici, qui ont des parents étrangers, qui deviennent des Congolais alors que d'origine, ils sont français ou libanais. Donc vous avez 2 Libanais d'origine libanaise, mais qui sont devenus des Congolais, qui font un enfant qui est de père et de mère congolais, parce que sur le papier, ce sont des Congolais. Vous pensez que cet enfant-là, entre guillemets, qui a des parents d'origine libanaise et qui lui-même fuit forcément à ses origines, est beaucoup plus congolais que celui qui est né d'un père congolais? Je ne pense pas. Je pense que ces choses-là, il faut les prendre avec beaucoup de minutie, parce que pour avoir la constitution consensuelle que nous avons, il y a eu beaucoup de sacrifices. Et aujourd'hui, ce qui est le plus dangereux, c'est le fait que nous ne respections pas nos lois. Et comme j'essaie de vous l'expliquer, vous pouvez avoir un Congolais de père et de mère et vous pensez que ce Congolais va vous protéger, mais si c'est un Congolais véreux, en face de ses intérêts personnels, il peut vendre le pays, et ça on l'a vu plusieurs fois. Regardez dans les usines à Kolwezi, dans le Lualaba et le Katanga, vous allez remarquer que vous verrez des Chinois, vous verrez des Indiens qui ne respectent pas les Congolais, mais lorsqu'ils donnent des ordres à exécuter pour qu'on tabasse les Congolais, ce sont nous-mêmes, les Congolais, non seulement qui accusons nos frères, mais des fois qui les maltraitons. Alors que nous savons très bien que nous travaillons tous, entre guillemets, pour ces étrangers-là. Donc cette question-là, moi je la ramène au civisme, au bon vouloir, et il faut savoir que lorsque quelqu'un naît, et que dans son esprit il n'a pas choisi une autre nationalité, et que vous lui refusez l'accès à certaines fonctions, comme si être né de père et de mère devenait un privilège, je suis de l'Union sacrée, mais je ne partage pas cet avis, et ma liberté d'esprit est inaliénable. Non mais attendez, M. Mamba, individualisons un peu les débats. Je sais que vous allez me dire, je ne veux pas parler des hommes, mais certains estiment que c'est une machination que le régime actuel, notamment l'entourage de M. Tshisekedi, aurait mis en place contre M. Katumbi. Est-ce que vous pensez que c'est la personne de Katumbi qui fait peur et que c'est Katumbi qui est visé par cette chose? Je n'en ai pas les preuves. J'ai suivi les différentes déclarations, enfin, des différentes tweets des personnes concernées qui disent que le chef de l'État n'est ni de loin ni de près. Il y a des questions légitimes qui peuvent se poser sur l'ampleur ou l'importance que les 2 chambres, notamment les bureaux des 2 chambres, ont accordé à cette loi, en recevant M. Tchani officiellement, en lui adjoignant une équipe de députés pour étudier cette proposition de loi. Des questions légitimes peuvent être posées, même si nous n'avons pas des preuves. Maintenant, savoir si c'est M. Katumbi qui est visé, moi je ne défends pas cette loi-là pour M. Katumbi, je défends cette loi-là pour tous ceux qui sont nés d'un parent étranger, qui n'ont pas fait ce choix, mais qui peuvent servir ce pays, qui peuvent être brillants, à qui on ne peut pas priver la possibilité
d'être hissés à un niveau très élevé de responsabilité au motif que leurs parents avaient commis l'erreur de se marier avec un étranger. Donc moi, je ne vais pas parler de Moïse Katumbi parce que ce n'est pas ce cas-là qui m'intéresse, c'est la philosophie qui est derrière. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu par exemple M. Luc Niafé, qui est un conseiller du chef de l'État, qui a fait une usine. Il y a, je ne sais pas, 500 personnes qui y travaillent, je suppose. Il y a des familles qui sont derrière. En ce moment-là, il est congolais parce qu'il nourrit les gens, parce qu'il y a des usines. Le jour que M. Niafé viendra nous dire, écoutez, je suis candidat à la présidentielle, vous allez lui dire, non, vous êtes moins congolais parce qu'un de vos parents ne l'était pas, alors qu'il a été peut-être beaucoup plus utile que les Congolais de père et de mère qui n'ont rien fait pour ce pays. Donc je pense que ce genre d'exclusion renverrait un mauvais signal, et je rejoins la communauté internationale via la MONUSCO, via les ambassades. Chacun donne en tout cas son avis dans le sens d'éviter ce chemin qui est sinueux et qui peut porter préjudice à la cohésion nationale. Et je reste de cet avis que ce n'est pas utile aujourd'hui, ce n'est pas bienvenu d'exclure par la loi d'exclure par la loi des Congolais qui n'ont pas choisi leurs parents et ayant un parent étranger. Non, mais vous êtes dans l'union sacrée, non? Ça commence à devenir un peu un fourre-tout, votre histoire d'union sacrée. Hein. Vous dites que vous-même, vous êtes là. Ntsingi Pouloulou est de l'union sacrée. Noël Tiani, union sacrée. Katumbi, union sacrée. Tshisekedi lui-même, union sacrée. Pourquoi ça ne se résout pas dans le cadre de l'union sacrée? Comment vous jugez le fonctionnement de cette affaire de l'Union sacrée, vous? D'abord, le chef de l'État lui-même a dit que ce n'est pas un regroupement politique. Je pense que l'Union sacrée a précédé même la venue de M. Tshisekedi, le président de la République, aux affaires. L'Union sacrée, c'est un vieux terme. Ici, lorsqu'il l'a défini comme un ensemble de personnes, de personnalités qui veulent œuvrer dans le sens de faire améliorer ou d'améliorer la situation du pays sur tous les plans, je pense qu'il y a même des gens qui ne sont pas des politiciens qui sont de l'Union sacrée parce qu'on a une unicité de pensée avec des valeurs qui sont prétendument défendues. Non, mais ces valeurs-là regroupent quand même des gens. Mais il y a quand même une certaine organisation. Vous vous retrouvez contre les gens dans le jeu, ça c'est évident, M. Mamba. Il faut faire attention. Moi, je vous parle par exemple du G13. Je vous donne un exemple parallèle. Dans le G13, nous avions du PPRD et du MLC que je suis. Nous sommes unis autour d'un idéal, mais nous ne sommes pas du même bord politique. Et je pense que le sens que voulait donner le président de la République à l'Union sacrée, c'est de dire, poser des questions simples. Est-ce que ce pays fonctionne? Est-ce que nous pouvons améliorer la sécurité? Est-ce que nous pouvons améliorer le socio-économique? Qui sont pour? Nous disons tous, nous sommes d'accord. Maintenant, ce n'est pas le fait que nous soyons d'accord avec des thématiques qui nous mettent tous d'accord que nous devrons être d'accord sur tout. Pour moi, l'Union sacrée, ce n'est pas un sacerdoce. L'Union sacrée ne donne pas un mot d'ordre. L'Union sacrée, autour des valeurs communes, et qui sont d'ailleurs internationalement reconnus, que sont la bonne gouvernance, que sont la lutte contre la corruption. Nous sommes tous d'accord. Maintenant là, ce sont des thématiques spécifiques. Nous n'avons pas l'obligation de réfléchir de la même manière. Et pour en venir à mon collègue Pouloulou, il a donné son avis. Nous sommes en démocratie. Si cette loi est inscrite à l'ordre du jour, nous allons en débattre. Les arguments que j'ai défendus ici, je les défendrai sur la place publique. Et cela est ma position, point barre. Parlons justement de ces valeurs. Parce que vous dites que, bon, c'est pas un regroupement. Je suis d'accord avec vous. C'est des valeurs. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, la gestion de la République, la conduite des affaires de l'État avec tout ce qui entoure, vous-même, les MLC et les autres, est-ce que vous pensez que ces valeurs-là, supposées être des valeurs de l'Union sacrée, sont en train d'avancer? Est-ce que vous pensez que la gouvernance actuelle cadre avec ces valeurs de l'Union sacrée, vous, M. Mamba? Mais si le chef de l'État constate que ça ne fonctionne pas et qu'il y a des efforts à faire, mais je dirais la même chose que lui. Il a peut-être des bonnes idées, il a peut-être des bonnes intentions. Nous sommes peut-être animés de bonnes intentions, mais le chemin pour y parvenir est sinueux. Est-ce qu'on a déjà pris les bons chemins? Le plus important, c'est de prendre le chemin. Est-ce que vous pensez qu'on est sur ce chemin? Regardez, vous savez, je reconnais que le chemin peut être difficile, mais encore faut-il d'abord, avant tout, les prendre. Vous savez, il faut garder un minimum d'objectivité. Les choses ne sont pas aussi claires. Les choses ne sont pas aussi parfaites, je suis d'accord avec vous. Est-ce que nous avons évolué? Je peux dire que oui. Vous savez, aujourd'hui, moi j'ai été pris en culotte. Peut-être il y a quelques années, j'aurais été assassiné. Vous savez, entre 2004, 5, 6 jusqu'en 2018, non seulement il y avait des prisonniers d'opinion, mais il y a beaucoup qui ont perdu leur vie en raison de leurs opinions. Aujourd'hui, c'est vrai que les statistiques des prisons augmente parce qu'à chaque fois que vous faites offense au chef de l'État, vous êtes pris à partie, il y a quand même quelqu'un qui va déposer une plainte et on vous arrête. Mais c'est la pire des choses qui arrive aujourd'hui aux gens, contrairement à ceux qui y avait avant. Avant, les gens craignaient pour leur vie, ils étaient tués. Aujourd'hui, il faut quand même qu'on dise que ce phénomène a diminué. Avant, on achetait les œufs à 200 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 700. Non, on va y achetait la bouteille d'eau à 300 francs, on est à 700. Je vous parle de... Ça compte dans ma dette, vous savez combien de combien. Si nous étions des procureurs, nous allions instruire à charge et à décharge. C'est pour cela que je vous dis, dans l'actif, nous pouvons dire cela. Maintenant, en ce qui concerne le plateau 2, je suis tout à fait d'accord avec vous que sur le plan socio-économique, c'est un échec patent.
nonobstant l'accompagnement du FMI, nonobstant les mesures édictées entre guillemets au niveau de la commission, de la commission qui suit l'évolution des prix. C'est un échec patent. Est-ce que cette situation va perdurer? Je ne sais pas, en tout cas je l'espère, que ça va s'améliorer. Ils sont en train de nous promettre qu'avec les différents appuis structurels que nous recevons et les différents programmes qui sont lancés, à terme, d'ici la fin de l'année, il y aurait effectivement une baisse des prix. Mais comme je vous le dis, la politique, ce n'est pas parce que vous êtes opposant ou parce que vous êtes de la famille présidentielle ou que vous êtes de la majorité que vous devez tout rejeter ou tout accepter. Il faut quand même nuancer. À ce stade-ci, sur le plan socio-économique, c'est un échec. Sur le plan sécuritaire, ça ne fonctionne pas parce que les bases n'étaient pas très bonnes. Je vois aussi des députés provinciaux qui sont en train de crier le halo en ce qui concerne l'état de siège. On n'a pas de statistiques. On a l'impression que les choses stagnent, mais c'est vrai que c'est une guerre asymétrique. On a l'impression, c'est ça, c'est la vérité. En tout cas, du moment que nous n'avons pas de statistiques. Je vous amène des éléments par rapport à là où Kabila nous avait trouvé. Sur le plan socio-économique, que vous le vouliez ou pas, on recule. Non, mais ça, je l'ai accepté. Vous êtes congolais. Est-ce que je vous ai contredit sur cette question? Je vous ai dit que je suis tout à fait d'accord avec vous que ça ne fonctionne pas. Indépendamment des appuis structurels, de l'appui du FMI, de la Banque mondiale ou de la BAD, de tous les projets qui sont mis en place pour produire un peu plus, ça ne fonctionne pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a un taux d'inflation et comme par des mesures de politique monétaire, le taux du dollar est maintenu, c'est en francs congolais que le panier de la ménagère est en train de souffrir. Ça, je suis d'accord avec vous. Maintenant, sur le plan de la sécurité, je vous dis aussi que ça ne fonctionne pas, en tout cas pas dans le sens que nous voulions, parce qu'il y a encore des morts, il y a encore des embuscades. Nous espérons que nos FARDC vont venir à bout, mais il ne faut pas oublier que dans une guerre, on peut la commencer sans savoir quand est-ce qu'on finit, parce qu'à chaque fois que vous désarmez, l'ennemi se réarme, mais tout dépend de l'organisation et des objectifs qui sont poursuivis, surtout dans leur atteinte. Bon, maintenant, en ce qui concerne les droits de l'homme, comme je vous l'ai dit, il y a des arrestations fanfaronnes, il y a des arrestations en commençant par la mienne. Je suis tout à fait d'accord que de ce côté-là, que ce soit les magistrats, que ce soit ceux qui instruisent, doivent mieux appréhender les situations et mieux respecter les droits des prévenus. Mais je vous dis aussi qu'à une certaine époque, et vous le décriez, on se réveillait le matin, il y avait des journalistes qui étaient morts, il y avait des politiciens qui étaient tués. Ça fait quand même 2 ans et demi que cela n'est pas observé. Il faut aussi le reconnaître. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous, ça dit. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est Monsieur Jean-Jacques Mamba. Il est député national élu sur la liste MLC. Avec lui, nous faisons donc la lecture de l'actualité politique ici en République démocratique du Congo. Monsieur Jean-Jacques Mamba, restons dans l'Union sacrée. On a l'impression, nous qui vous regardons de l'extérieur, que ça devient une vie des semblants de je t'aime moi non plus. Katumbi est considéré comme quelqu'un qui achète les journalistes, qui achète ceux-ci, qui joue contre le président de la République. Bemba, on dit, bon, lui, il a des visées pour avoir la primature. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, par réalisme politique, il faut à un moment donné qu'on arrive carrément à mettre fin à cette affaire de l'Union sacrée? Beaucoup appellent à la fin de l'Union sacrée que chacun fasse son comeback et qu'il s'organise dans sa base. Non, je pense que l'Union sacrée n'est pas venue tuer les partis. C'est une union qui a été faite à un moment ponctuel et je crois que le chef de l'État l'a dit dans Jeune Afrique qu'il se prépare à faire une nouvelle plateforme électorale peut-être dans 1 année ou 2 avant les élections. Donc l'Union sacrée, c'est une union ponctuelle pour des fins bien déterminées. On verra bien comment ça va évoluer, mais vous avez tout à fait raison de penser qu'elle doit s'arrêter en raison des différents atermoiements qu'il y a. Vous parlez du président Moïse Katumbi, du président Bemba, ainsi de suite. Mais moi, je considère encore que ce sont des choses marginales et c'est de la distraction. Vous savez, aujourd'hui, passer une émission, je ne suis pas en train de critiquer ce que nous sommes en train de faire à deux, passer une émission autour de ces genres de thématiques, c'est éloigner au fait le Congolais de sa réalité. Il y a beaucoup de Congolais qui mourront sans avoir un passeport. Ça veut dire qu'un Congolais ne peut même pas voyager dans son propre pays. Vous savez, aujourd'hui, on disait, oui, il y a l'exil et tout ce que vous voulez, mais il y a des Congolais qui, aujourd'hui, ont 30 ans, 40 ans, ils n'ont jamais pris l'avion. Vous imaginez un peu dans votre propre pays, quitter ici pour aller à Kisangani, c'est un luxe pour beaucoup de Congolais. Donc ça veut dire que nous Vous êtes député, on vous a envoyé pour ça. On vous a envoyé pour ça. C'est pour ça que nous sommes en train de dire que nous devons... Vous-même, vous allez faire 5 ans là-bas sans aucune proposition, sans aucune interpellation. On va en venir. Ouais. Et donc, à ce niveau-là, il faudrait que l'Union sacrée, il faudrait que les warriors puissent prendre la mesure des enjeux, de la responsabilité et produire du résultat. Aussi longtemps que les résultats ne seront pas produits, on peut parler Union sacrée, on peut parler congolité, on peut parler, mais le Congolais lambda,
que nous allons rencontrer au coin de rue continuent à souffrir, on n'aura rien résolu, on est en train de distraire les gens. Ça, c'est les discours des campagnes. Non, pas des discours de quelqu'un qui est dans l'union sacrée. Non, qui est député, monsieur Mamba. Je vais revenir. C'est bon des discours. Je vais revenir. Les bonnes intentions, là. Je vais revenir. C'est pas à vous de les tenir. Le chef de l'État est lui-même conscient des difficultés. Il vient de le dire il n'y a pas très longtemps, il est déçu des magistrats, il est déçu de ce qui se passe dans l'armée. Et si lui, il est déçu, moi je peux vous dire que je le suis davantage. Mais cela ne doit pas nous désarmer. Ça veut dire que nous devons continuer à batailler, à contrôler pour que ces choses-là se fassent. Maintenant, ça s'améliore, je voulais dire. Vous me parlez de propositions, mais écoutez, si vous voulez une statistique, je peux vous donner l'ensemble des propositions des contrôles parlementaires. Vous voulez que je revienne à la première année de ma législature ou les dernières? Vous me dites par où on va commencer. Je vais vous donner toutes les propositions. Choisissez où vous voulez. Sauf que nous n'avons pas la stratégie de faire, à chaque fois que vous faites une intervention, que vous faites une proposition de loi en contrôle parlementaire, vous le médiatisez, vous le mettez sur Twitter. Lorsque je vois les députés français fonctionner, les députés américains fonctionner, ce qu'ils font qu'on travaille, ce pourquoi ils sont payés ne fait pas l'objet de publicité. Et donc je me suis résigné à cette pratique, mais je peux vous dire très rapidement que M. Caméré et tous les 7 qui ont été en prison, dont le DG du FONER, à l'époque le ministre des ITPR, je suis peut-être le seul et le dernier député qui avait écrit au directeur du cabinet du chef de l'État pour qu'il se justifie sur le non-respect de la loi sur la passation de marché. Et dans ce courrier-là, vous allez voir le nom de Jamal, avant même que la justice s'en occupe. Dernièrement, je prends maintenant la dernière, nous avons fait une proposition de loi concernant les urbanistes, avec tout ce que vous voyez, l'ordre des urbanistes, hein, la ville, les embouteillages, les érosions. Nous avons proposé une loi modificative du wissariat privé, c'est assez technique, donc je ne peux pas prendre du temps pour vous expliquer. Nous avons initié à l'époque des questions écrites au ministre des ITPR. Ceux qui sont de Delvaux, de Mitaine, ils vont vous dire que j'ai même pris une délégation. Nous sommes allés chez le ministre en ce qui concerne les érosions. Nous avons même fait un documentaire sur les érosions. Donc si vous consacrez toute une émission dans laquelle je vais vous parler de tout ce que nous avons essayé de faire jusque-là, je suis tout à fait volontiers. Jean-Jacques Mamba, je vous recevais avant que vous n'entriez à l'Assemblée nationale. Brillant, vous l'êtes, intelligent, ça c'est évident. Ceux qui vous regardent de l'extérieur ont pitié de vous, qui sortiez un peu de l'eau dans nos débats politiques. On dit que cette assemblée, ça n'a rien à voir avec l'assemblée de Lumumba, l'assemblée de Bochab, l'assemblée de ceci. Est-ce que vous êtes fier d'être membre de cette assemblée? Ce qui se passe là-bas ne vous désole-t-il pas? Vous êtes dans l'assemblée de Daniel Safou, dans l'assemblée de... tout ce monde-là, on dit que cette assemblée-là n'a rien à voir. Quel est votre jugement, vous-même personnellement? Vous êtes fier écoutez, d'être d'abord, vous savez, j'aimerais vous dire qu'effectivement, en termes de production parlementaire, en termes de niveau de débat, avec beaucoup d'humilité, je vais reconnaître que notre Assemblée est moins performante que celle de 2006 ou de 2011. Je dois le reconnaître humblement. Mais après, je ne vais pas stigmatiser, comme vous avez essayé de le faire, certains collègues, les Pouloulou, les Safou, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la démocratie est magique. Les personnes que vous avez citées ont été choisies par le peuple. Je n'ai pas dit qu'ils étaient moindres. Hein. Non, j'ai cité leur nom. Oui, je parle des personnes dont vous avez parlé. Je n'ai pas dit que vous l'avez dit qu'ils étaient nombreux, hein. Mais comme il y a 500 et vous avez donné ces deux exemples, je veux en parler aussi. Les Pouloulou, les Eliezer Tambou, voilà. Les Daniel Safou. Mais voilà, j'aimerais vous dire que par exemple, en ce qui concerne Eliezer, il a fait 34 000 voix parce qu'il y a 34 000 Congolais qui se sont identifiés au combat qu'il menait en tant que journaliste à l'époque. Daniel Safou, il est quand même assez atypique, mais il y a eu plus de 10 000 personnes ou 5 000, je ne connais pas bien son score, qui se sont retrouvés dans Daniel Safou qui l'ont élu. Donc malheureusement, ce que vous voyez dans l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est le reflet de notre vivre, de notre vécu. Donc c'est notre faute à nous. Pas une faute, ce n'est pas une faute. C'est nous qui les avons choisis et ça reflète notre société. Là-bas. Non, je ne regrette rien. Non, mais vous dites que le niveau il est quand même bas, non? Je ne regrette rien. Est-ce que vous pensez que le Grand Congo mérite une assemblée comme la vôtre là? Je dis ceci. Notre pays. Le niveau de notre pays en général, il est très bas. Lorsque vous prenez un élève qui finit, prenons même un étudiant licencié en économie ou en droit qui vous écrit le français, vous constaterez qu'il y a 100 fautes sur un paragraphe. Donc cela veut dire que le niveau de notre société a fortement régressé. Et donc si cette société produit des institutions, il est tout à fait normal que le niveau des institutions soit corrélé au niveau de la population. Parce qu'elle choisit. Regardez aujourd'hui, vous faites des émissions, regardez sur YouTube.
Faites une émission dans laquelle vous écrivez Yindi et vous prenez un gars du théâtre, ainsi de suite. Vous verrez qu'elle fera 50 000 vues, même pour ceux qui sont à l'étranger. Mais sur Osali émission, français, Milaï, termes techniques et quantités, les gens ne veulent pas suivre. Ça c'est un vrai problème. C'est-à-dire que nous avons une société qui a régressé, qui s'intéresse aux futilités, qui n'a plus le temps à la lecture, qui n'a plus... En fait, c'est une société qui est en totale rupture avec le progrès, qui a perdu espoir. Il nous appartient, nous politiciens, d'essayer de relever le défi, mais je peux vous assurer que c'est une tâche qui n'est pas facile. Honorable Jean-Jacques Mamba, l'actualité politique, c'est aussi les élections de 2023. Beaucoup attendent les élections de 2023, mais il commence de plus en plus à paraître que, sauf si on croyait au miracle et qu'on n'aura pas élection en 2023. D'ailleurs, le président lui-même l'a dit dans Jeune Afrique, lorsqu'on lui pose la question de savoir s'il pouvait garantir qu'on aurait élection en 2023, notre président, le Congolais censé être le mieux informé de nous tous, a dit, bien malin, c'est lui qui peut garantir qu'il y aura élection en 2023. Du coup, il y a des fronts qui se forment. Vous avez suivi l'honorable Delis Sanga il y a 2-3 jours sur TV5 Monde, qui parlait d'un front contre le glissement en 2023. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut commencer à alerter l'opinion sur la ligne rouge qui doit être 2023, ou vous vous dites que la politique c'est du réalisme, avant 2023 on peut se voir, on peut discuter, Camille l'a fait en 2016, on peut également le faire en 2022. Écoutez, d'abord, je me réfère à une parenthèse, parce que vous avez parlé de l'honorable Delis Sanga, j'ai suivi une de vos dernières émissions, vous avez été assez dur avec lui. J'aimerais faire remarquer... Je n'ai fait non, que des écoutez, vous savez, vous n'avez parlé que d'un aspect de son parcours. Il faut aussi dire, dans tout ce que j'ai dit Delis Sanga, soyons élégants. Je n'ai pas menti. Soyons élégants. Soyons élégants, vous n'avez instruit qu'à charge, à décharge, vous pouvez aussi dire qu'il est l'auteur de la loi sur la Cour constitutionnelle, l'auteur de la loi sur le Conseil d'État. Au fait, il y a une production parlementaire remarquable. Et pour revenir sur cette question-là bien précise, il n'y a pas eu de fonds qui a été créé. Je vous explique la démarche du G13. Lorsque nous avions créé le G13, de bords politiques différents, les différentes personnalités et même la société civile, nous avons fait le tour du pays. Nous sommes allés jusqu'à Lubumbashi voir le président Moïse Katumbi. Nous avons été reçus par le président Fayoulou et par le président Bemba, et tout le monde... Kabila a refusé de vous recevoir. Sauf Kabila. Et tout le monde était d'accord sur un agenda citoyen, sur le fait que nous devrons avoir des élections opposables à tous, des élections crédibles et inclusives. Ce que M. Sesanga a fait, l'honorable Sesanga, c'est juste de rappeler le consensus que nous avions autour de ces questions-là. De là, créer un front, je pense que c'est un lapsus. On en a discuté. Il a dit non. Non, je crois que la journaliste en a parlé. Il a répondu, il est revenu sur le fait qu'il y a la société civile. Il n'a pas parlé que de Fayoulou. Il a parlé de Fayoulou, il a parlé de la société civile, parce que ce soit la société civile, que ce soit les églises, toutes les personnes, même l'église kimbanguiste, étaient d'accord sur le fait que cette fois-ci, nous devons avoir des élections meilleures que les précédentes. Maintenant, tout le tohu-bohu qu'il y a eu autour de certains positionnements politiques, Delis Sanga est allé faire un front, ce sont des choses qui n'occultent pas le fait. Non, mais c'est Delis Sanga qui l'a dit. Vous voulez jouer à l'avocat. Non, je ne suis pas son avocat. Je ne décharge pas. Vous l'avez tellement chargé. Écoutez, moi je ne décharge pas. Delis Sanga a dit qu'il y a un front qui s'est formé avec Martin Fayoulou. Le front dont il parlait. Fayoulou a dit non. Non, je dis ceci. Fayoulou a dit non. Comprenez ce qui a été dit. Avec Delis Sanga. Relativiser ce qui a été dit. Donc le problème, c'est que Delis Sanga a mal communiqué, si on doit savoir. Il y a eu glissement dans la communication. Le problème, c'est que vous allez simplement me laisser finir pour comprendre. Allez-y, je vous en prie. Donc, j'étais en train de dire ceci. Il y a ce que nous avons appelé l'agenda citoyen. L'agenda citoyen a rencontré l'assentiment de toutes les parties prenantes au processus électoral, notamment les politiques. Dans les politiques, il y avait M. Fayoulou, qui était d'accord à l'idée de soutenir toutes les actions qui allaient dans le sens de protéger le processus électoral, de le rendre plus fiable, plus inclusif, mais surtout de l'organiser selon les termes de la Constitution, c'est-à-dire à terme, c'est-à-dire au plus tard en 2023. C'est autour de cet agenda que ce front peut se créer, c'est-à-dire des forces qui se mettent ensemble pour faire respecter l'agenda citoyen, et c'est ce que nous faisons. Ce n'est pas des accords, ce n'est pas un nouvel engagement entre M. Martin Fayoulou et M. Delis Sanga. Il s'agit d'un agenda citoyen que nous sommes tous censés défendre pour garantir aux Congolais que lorsqu'il ira aux urnes en 2023, sa voix sera comptée et respectée. Donc voilà un peu Alors, après, c'est allé dans tous les sens. J'ai vu votre réquisitoire, mais je reviens pour vous dire que je ne suis pas là pour justifier de son parcours. Il a certainement des bonnes raisons ou des mauvaises raisons qui l'ont poussé à traverser tous ces partis politiques. Ça, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire que le G13 n'est pas une énième de ses aventures, c'est un groupe de réflexion. Et dans le cadre du G13, nous disons qu'autour de l'agenda citoyen, nous allons batailler pour que, effectivement, le Congolais
puisse être garantie de bonnes élections, des élections inclusives, crédibles et surtout à bonne date. Je suis fier et rassuré parce que dans tout ce que j'ai dit, il n'y a eu pas de mensonges. Donc c'est effectivement le parcours de M. Denis Sessanga. Il est parti, il a visité toutes les maisons que j'ai citées. J'étais dans la société civile avant de devenir politicien. J'ai été courtisé par l'UDEMO à l'époque, mais je ne me suis pas engagé. Je fais aujourd'hui 16 ans au MLC et je suis dans un groupe de réflexion G13. Avez-vous vu un seul politicien, y compris Nicolas Sarkozy, qui est resté dans la même plateforme pendant 30 ans? Non. L'UMP a été créé de toutes pièces. Avant, il y avait le RPR avec... donc il faut justifier, expliquer. Je pense qu'il faudrait peut-être l'inviter pour qu'il vous explique ce qu'il y a eu. Mais votre réquisiteur était tellement sévère que je me permets quand même de vous dire ici qu'il avait droit à une décharge, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, plusieurs contrôles parlementaires. Il a beaucoup produit pour ce pays et nous devons aussi apprendre à reconnaître les mérites, quoique vous avez le droit d'étaler son parcours comme vous l'avez fait. Merci, maître Jean-Jacques Mamba. Il faut envoyer vos honoraires à M. Denis Sessanga. Non, c'est lui l'avocat, moi je ne le suis pas. Je suis membre du G13. Il faut lui envoyer les honoraires. Monsieur. Je suis membre du G13. Après l'émission, vous aurez les honoraires je suis de membre votre avocat. Je suis membre du G13, mais je vous dis simplement quelque chose. C'est que vous et moi avons comptabilisé. En 2006, il y a eu des élections qui étaient plus ou moins normales, quoique il paraît que M. Jean-Pierre Bemba, je n'étais pas encore ici à Kinshasa, avait gagné les élections. En 2011, il y a eu des chars de combat. En 2018, il y a eu carrément une magie électorale. Okay. Déjà en 2011, il y avait la magie, il y a Malemba Koulou, il y a les morts et les revenants qui ont voté. M. Kabila à l'époque avait fait 108%. En 2018, il y a eu une magie électorale où les centres de compilation n'ont pas publié les résultats de vote, mais nous avions déjà les résultats finaux. Voilà pourquoi nous sommes engagés, nous le G13, c'est-à-dire un consensus sur le fait que ça doit changer. Parlons justement de ces G13. Est-ce que ça existe encore, cette affaire de G13? Vous nous rabâchez trop les oreilles avec cette histoire des G7. Après la mort d'Henri Thomas Lokondo, le départ de Mouyaya, qui était avec vous dans les G13? On s'est dit, bon, à un moment donné, peut-être que les G13, c'était aussi pour lorgner au gouvernement. La preuve, elle est là. Mouyaya, aujourd'hui, ministre de la Communication, qu'on les salue d'ailleurs, il fait un grand travail, un travail remarquable. Il a apporté un vent nouveau dans ce ministère-là. Est-ce que le G13 existe encore? Il sert encore à quelque chose, ce G13? Mais bien sûr, nous avons une loi électorale à défendre qui est en pipe, qui sera bientôt alignée sur le calendrier de la session, probablement celle de septembre. Nous devons défendre la loi électorale que nous avons même baptisée la loi Lokondo, qui allait de manière luminaire, je peux vous dire. Nous sommes contre le fait que vous ayez un suppléant qui est membre de votre famille. Nous voulons une révision de la Constitution pour repasser à 2 tours. Donc, il y a même une pétition qui a été déposée avec plus de 100 000 signatures pour revenir à cette modification de la Constitution qui avait été opérée en 2011. Nous avons encore devant nous différents défis et différents combats. Donc, nous continuons à nous réunir, nous continuons à communiquer. D'ailleurs, dernièrement, on a fait une déclaration par rapport aux enjeux de la loi organique pour la désignation des membres de la CENI. Exister, nous existons toujours. Continuer à travailler, nous travaillons. Et les défis devant nous, il y en a. Non, mais par rapport à la loi, justement, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, beaucoup ont dit qu'on a raté le décollage. On fait du Kabila sans Kabila, exactement avec cette loi-là. Vous êtes député national, vous avez raté l'occasion de donner à la République une CENI dépolitisée, vous, les députés nationaux? Il y a un débat philosophique autour de la dépolitisation de la CENI. En ce qui me concerne, j'ai suivi une logique parlementaire, c'est-à-dire que dans notre groupe parlementaire, vous qui dites que je ne participe plus aux réunions, j'étais à la réunion du groupe parlementaire et j'ai donné un avis tout à fait contraire, mais malheureusement, j'ai été minorisé. Je suis de ceux qui pensent que lorsque vous demandez à des équipes de football qui vont à une compétition de choisir leurs arbitres et que vous dites que l'équipe qui avait gagné le précédent tournoi, celle qui est majoritaire, de choisir 4 arbitres et l'équipe qui avait perdu d'en choisir 2, eh bien à chaque fois qu'il y aura un match entre une équipe majoritaire qui jouera contre une équipe minoritaire, si c'est l'arbitre aura tendance, entre guillemets, à favoriser ces équipes. Donc, il faut une CENI qui soit neutre et dont les membres n'ont pas de lien avec les politiques. Il ne faut pas que la CENI soit la production de la politique parce que la politique elle-même est conflictuelle. C'est-à-dire que dans la politique, il y a de l'adversité et vous avez un groupe qui a gagné et un groupe qui est, entre guillemets, marginalisé. C'est ça le fait de la démocratie. Et si vous transplantez cette réalité dans un organe qui est censé organiser le jeu, ça pose problème. Donc, il faudrait que nous réfléchissions à terme, et c'est ce que j'avais proposé, que les membres soient pris par tirage au sort, que ce soit un processus sur une année où il y a des filtrages et du tirage au sort, de telle sorte que aucun parti ne se tape la poitrine d'avoir désigné quelqu'un et que cette personne lui soit redevable. Malheureusement, c'est ce qui se fait en Afrique du Sud. On ne nous a pas suivis. J'ai été minorisé dans le groupe. La loi est passée telle qu'elle
avec, si vous voulez, c'est presque une calque de la loi qui était avant, à la différence C'est ce que j'ai dit, du Kabila sans Kabila. Oui, c'est à la différence près qu'il y a un membre de plus au bureau de la CENI, qui a une plus grande représentativité de la société civile, quoique aujourd'hui la société civile me semble être aussi politisée, d'après ce que nous pouvons constater. Donc, c'est vrai que nous n'avons pas très évolué sur cette voie-là. On va voir un peu ce qui va se passer dans la désignation. Je vois des déclarations des catholiques, des confessions religieuses, des membres de l'ECC et de la société civile. En tout cas, si les règles du jeu ne nous mettent pas d'accord, nous allons épiloguer sur un processus ou des élections qui sont contestées. Et lorsqu'elles sont contestées, elles posent le problème de la légitimité. Et ce problème-là nous empêche tout développement. Jean-Jacques Maman, vous êtes député, vous allez prendre la Jeep là? La palisse. Comment c'est? Je n'ai pas reçu de véhicule. Hyundai, Je n'ai pas reçu de véhicule. Reposez-moi la question lorsque les véhicules viendront, mais je maintiens ma position parce que vous savez. Denis Sangh a dit il est ni demandeur ni preneur. Vous allez prendre, vous êtes preneur. Si on vous donne le cadeau du chef de l'État. Je respecte ce qu'il a dit. Je respecte tous les députés qui disent qu'ils ne vont pas la prendre. Moi, je donnerai ma position au moment opportun. Le chef de l'État dit que ce n'est pas un crédit et que ce n'est pas non plus un don. Considéré tel quel, je considère que c'est un véhicule de fonction parce que ce qui n'est pas crédit et ce qui n'est pas don ne vous appartient pas. Et si des véhicules sont mis à la disposition des députés nationaux, pourquoi pas? Je ne vois pas pourquoi on en mettrait à la disposition des ministres et que ça devienne un drame si on met à la disposition des députés. Ça, c'est mon raisonnement depuis le début. Je pense que vous reconnaissez pour ma constance. Je maintiens le fait que le chef de l'État lui-même l'a dit. Moi, je l'ai peut-être précisé. Non, mais Mbosso a dit que c'était un cadeau. Ce n'est ni d'un don. Non, le chef de l'État a dit... Mbosso a dit que c'était un cadeau. Vous mettez en balance la parole du chef de l'État, celle de l'honorable Mbosso, du président. Non, le chef de l'État, c'est le chef de toutes les institutions. Donc, il vous dit, ce n'est pas un don, ce n'est pas un crédit. Mais vous n'avez pas honte que nous roulions avec les D107 ici, on n'a pas de véhicule, que nous roulions avec les taxis qui fument et que vous, 500 là-bas, que la République sorte autant d'argent pour acheter vos véhicules? Non seulement, il n'y a pas que ça, il faut aussi rappeler le fait que nous n'avons même pas 50 ambulances dans ce pays pour les hôpitaux de référence, dans cette capitale. Mais vous avez 500. Mais je suis en train de vous expliquer quelque chose. Les députés n'ont pas commandé de Jeep. Moi, Jean-Jacques, je n'ai pas commandé de Jeep. Je n'ai rien demandé. Mais je suis en train de dire ceci. Parce que les Jeeps existent. Et parce qu'elles doivent être données, soit à crédit, soit mises à disposition, je suis en train de refuser de polémiquer sur l'opportunité parce qu'effectivement, ce n'est pas opportun. Nous avons d'autres priorités. Moi, je suis en train de parler de l'usage. Parce qu'il faut que nous sachions faire un distinguo entre les biens de l'État et nos biens privés. Et en ce qui concerne ce véhicule qui n'est ni un don, ni un crédit, si c'est un bien de l'État, il faut savoir le conserver. Rappelez-vous que les députés de l'ancienne législature, qui n'avaient pas reçu leurs émoluments, leurs indemnités de sortie, avaient reçu des véhicules. Ces véhicules, leur appartenaient, c'était en contrepartie de leurs indemnités. Donc en les prenant, vous encouragez l'irrationalité. C'est quand même irrationnel ce qui se passe dans ce pays. Si ce n'est pas un don, comment on va vous donner 500 Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Dans la presse, lorsque vous faites l'IFACI, que vous finissez, on ne demande pas aux journalistes, lorsqu'ils présentent des émissions, de demander de l'argent, de faire du coupage. Ce n'est pas demandé, c'est prohibé. Mais il y a une réalité dans ce pays, c'est que les médias ne sont pas subventionnés et que la plupart des journalistes vivent de ce coupage. Donc, en réalité, vous n'allez pas condamner la personne qui a pris le coupage parce que la réalité l'impose. Vous n'allez pas le condamner parce que l'impose, sinon on va fermer tous les médias. Vous êtes d'accord avec moi? Donc nous sommes dans un pays qui est afonctionnel. Il y a des choix qui sont pris, qui ne sont pas prioritaires. Je suis d'accord avec vous. À la place des 500 Jeeps, on aurait pu acheter 500 ambulances. À la place de 500 Jeeps, on aurait pu résoudre d'autres problèmes. Mais moi, je parle de ce qui existe. Alors, on peut faire une proposition, on peut demander à ce que ces Jeeps soient vendus. Moi, je ne vais pas m'y opposer. On peut demander à ce qu'elles soient vendues et que l'argent soit destiné à autre chose. Je ne vais pas m'y opposer. Mais vous m'avez posé la question de savoir si je vais les prendre. Je vous dis que si cette Jeep est mise à la disposition, moi qui ai un véhicule qui a plus de 10 ans, je vais en campagne avec. J'ai fait la campagne avec ce véhicule. À chaque fois que j'ai une descente en Galema, vous savez ce que c'est les érosions. Je casse mon véhicule. J'ai chaque fois des pièces à mettre. Si on me met à disposition un véhicule pour que mon véhicule se repose, pourquoi allez-vous me condamner parce que j'utilise un véhicule qui est mis à mes dispositions? Pourquoi allez-vous me condamner? Il ne faut pas stigmatiser cela. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, au niveau du gouvernement, un ministre qui sort avec 3-4 véhicules, il a des escortes, il a même du carburant qui lui est offert. On devrait le stigmatiser aussi, les députés n'ont pas de carburant. Donc je ne suis pas là pour défendre des choses parce que je suis en train de dire ici que ce n'était pas opportun, que ce n'était pas important. Mais ne condamnez pas un député à qui on dit, écoutez, un véhicule à disposition pour faire votre travail, ne le condamnez pas d'utiliser ce véhicule-là.
Ok, bonne chance. Prenez alors le véhicule. Ils ne sont pas arrivés, on ne sait même pas s'ils viendront. Ils viendront, ils finiront par venir. Ils finiront par venir. Vous parlez avec un pincement de cœur, c'est comme si ça vous touchait personnellement. Si. Mais je vous comprends et je partage votre préoccupation. Je trouve vraiment que ça confirme ce que le ministre Moutinga disait. Nous sommes vraiment en pleine République des inconscients. C'est un de ses ouvrages. Quand vous lisez, il peint un peu la situation comme ça. Il faut que l'on soit inconscient pour que nous soyons dans un pays où vous avez 500 députés logés parmi les gens les mieux payés de la République. Vous aviez dit logés, on n'est pas logés. Je parle des gens qui reçoivent les meilleurs salaires de nous tous. 10 000 fois. Il y a quelque chose que vous devriez, il y a quelque chose que vous devriez aussi rajouter. Il y a quelque chose que vous devriez rajouter. Vous êtes dans votre chaîne depuis quelle heure aujourd'hui? Moi, je suis arrivé ici à 8 heures. Et vous savez que pour les députés, surtout ceux de Kinshasa, en ce qui me concerne, c'est impossible de quitter chez moi à 8 heures. Vous savez combien de personnes j'ai reçues depuis le matin et les problèmes que je suis appelé à résoudre? Vous savez, c'est bon de charger les députés, mais je peux vous assurer que là, par exemple, je vous donne un exemple. J'ai un pont à faire vers un pont qui doit relier deux quartiers. Ce n'est pas votre travail. Mais on vous oblige. Mais parce que vous voulez vous conformer. Je vous explique. Est-ce que je vais au motif que ce n'est pas mon travail? Il y a un enfant qui est mort sur ce pont parce qu'il a glissé. Au motif que ce n'est pas mon travail, je ne vais pas le faire si j'en ai les possibilités. Au motif que ce n'est pas mon travail, lorsqu'une maman vient et qu'elle est malade, on va lui amputer la jambe, je ne vais pas réagir au motif que ce n'est pas ma responsabilité. Eh bien, les députés sont exposés à ce genre de problème tous les jours. Et vous serez étonnés. Et vous remarquez très bien que les anciens députés, ceux qui ne sont pas été réélus, sont les plus pauvres de la République parce qu'ils en sortent souvent même bredouille. Pourquoi? Parce que ce que nous gagnons, le peu que nous gagnons, il est à disposition de nos populations. Et nos populations le sollicitent sans réserve. Vous gagnez dans les 10 000 $, vous dites le peu. Mais monsieur, le journaliste. Vous êtes dans le... Monsieur le journaliste. Vous êtes dans le plus de 10 000 $. Je vais à la prochaine. Ça, c'est ce que vous dites. Moi, je ne connais pas ça. Je sais que les émoluments sont largement inférieurs à ce que vous dites. Mais je vais à la prochaine émission. Les invisibles font que vous alliez au-delà. C'est quoi les invisibles, au fait? J'en entends souvent parler. Les invisibles, c'est quoi? C'est un concept que vous utilisez là-bas à l'Assemblée. Mais écoutez, vous êtes journaliste. Il faut apporter des éléments de preuve. Moi, je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais je vous dis qu'à la prochaine émission, je vous apporte un cahier. Je prends le soin de faire signer, de noter tout ce qui est fait pour faire des évaluations. Et vous en verrez 3. Et je vous dis que si on vous donne ma tête en tant que député, on vous la prête, vous allez faire un AVC. Pourquoi? Parce que je suis exposé en tant que député ici à Kinshasa à des problèmes que vous ne pouvez pas comprendre, que vous ne pouvez pas saisir. Nous souffrons, mais c'est notre travail. Non seulement nous répondons matériellement, financièrement, mais des fois nous répondons des cas d'agression, nous répondons des cas d'arrestation. À 1 h du matin, on vient vous appeler parce qu'il y a des gens qui sont arrêtés. Ce n'est pas une vie enviée, mais je comprends encore une fois de plus que nous soyons stigmatisés par un choix fait par les autorités de mettre à disposition des véhicules pour les députés, mais je peux aussi vous dire qu'il y a certains coins, je regretterais d'aller visiter des familles, d'aller visiter des érosions et de casser mon véhicule. Si j'ai une possibilité d'avoir un véhicule de fonction, j'utiliserai ce véhicule-là parce que c'est un travail que je fais pour la République. 2 dernières questions. On va bientôt arriver à l'heure, à 1 heure d'émission. Vous êtes déjà fait vacciner? Vous serez vacciné contre le corona? Pas encore, parce qu'il me semble bien qu'autour de moi, dans le G13, il y a eu le feu Lokondo, paix à son âme, qui est mort du corona. Et je connais 2-3 collègues dans le G13 qui ont eu le corona. J'ai des amis proches qui ont eu et avec qui je parlais, avec qui j'étais très proche. Il me semble avoir développé quelques anticorps et avant de me faire vacciner, je dois bien vérifier mon immunologie parce que je n'aimerais pas avoir une surdose, parce que ça tue aussi. Donc faudrait savoir que lorsque vous avez déjà développé des anticorps au coronavirus et que vous allez vous faire vacciner sans ce bilan, vous risquez de faire une thrombose et je ne veux pas être exposé à ce genre de cas. Et vos électeurs, vous leur demandez quoi? D'aller se faire vacciner ou... Le chef de l'État hésite, donc si lui il hésite, c'est lui le premier citoyen de la République. Dès lors qu'il n'a pas pris son vaccin, je ne vais pas obliger ma population de le prendre. Donc, tu as sauté tous les mais chef de l'État, il y a Roswather, ce qui a joui, d'accord, ça va tout moment été mon candidat. Moi-même, peine à juiter, donc je ne vais pas commencer à pousser les gens vers des destinations inconnues. Il me semble que les vaccins qui sont venus ici posent problème, en tout cas en termes de conservation, en termes d'authenticité ou de technologie. Et donc, voilà, il faut que cette situation-là soit clarifiée parce que vous savez, il y en a qui en sont morts, il y en a qui sont frappés d'handicap à cause du vaccin. Et il ne faudrait pas que par ma voix, quelqu'un qui avait une autre maladie que j'ai poussé à prendre le vaccin qui meurt, qui vient me dire, ah, député, donc on aimerait être sûr
Et ça doit commencer par le chef de l'État. Le jour qu'il sera vacciné, je pense qu'on aura cette force-là de pousser les gens à la vaccination. Mais en passant, les amis, retenez que la maladie existe. Prenez donc vos précautions, respectez les gestes barrières. La dernière question, la toute dernière, Mosengo est décédé. Vous l'avez certainement connu. Quelle est l'image que vous avez de cet homme qu'on a enterré Non, hier? c'est un grand monsieur. Vous savez, moi j'ai commencé à m'intéresser à la politique. J'avais l'âge de 15 ans. Mosengo était déjà là. Je parle de 90. Je parle de la conférence nationale souveraine. Je parle de bien de choses dans lesquelles il a joué un rôle d'accalmie, un rôle de pacification, mais aussi il était dur en ce qui concerne la justice, il était dur en ce qui concerne l'intérêt général. Et je pense que nous n'en aurons pas beaucoup. En tout cas, je l'ai pleuré à ma manière. Et voilà, j'ai beaucoup regretté sa disparition et j'espère qu'il va nous servir d'exemple pour les générations futures. Honorable Jean-Jacques Mamba, merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. Madame, Messieurs, cette émission est complètement terminée. Notre invité de ce soir, c'était donc Monsieur Jean-Jacques Mamba, député national élu ici à la Lukunga, à Kinshasa, sur la liste de MLC. Exactement. Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Merci également à nos partenaires, la boutique La Londoloise qui nous habille d'ailleurs ce matin. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.